Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, je reçois une personnalité d'une grande vitalité qui a le goût du franc-parler et s'intéresse à l'intimité. Alors, c'est la première fois que j'aborde le sujet dans le podcast. Je suis pas forcément hyper à l'aise, mais grâce à Céline, que vous allez entendre, on va arriver à mener des sujets sur justement l'intimité, vue de manière plus responsable et positive de l'intimité. Donc j'espère que ça va vous plaire. Céline Olivier est sexologue d'origine française. Elle est bilingue. Elle va nous parler de son parcours et son activité ici à Zurich. Puis on a choisi de se poser la question justement d'une version saine de la relation physique. La manière d'en parler à nos enfants, la pédagogie, car c'est évidemment le défi actuel et si délicat pour tous. Bonjour Céline, bienvenue sur Franzine. Bonjour Jenny, merci de m'accueillir, je suis super contente d'être là. Et donc je vais te donner une tâche aussi, Jenny, ça va être justement d'être un peu le porte-parole de toutes les femmes, de tous les parents aussi, qui ont justement des difficultés à parler d'intimité, de sexualité, de relations intimes. Donc pose-moi toutes tes questions, toutes celles qui te font peur aussi. D'accord, bon, je vais essayer. Je promets rien. Bon, quand même, ce qui m'intéresse d'abord dans le podcast, pour revenir à ton histoire, c'est de voir ce qui a amené les gens dans la région, leur parcours, l'expatriation. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton background ? Oui, c'est une longue histoire, donc je vais essayer de faire court pour pas me perdre justement dans les détails. Alors moi, je suis arrivée en 2005 en Suisse, donc ça fait à peu près 15 ans. Et c'est un peu un peu le hasard qui m'a amené ici. Moi, je viens de Normandie. J'ai suivi des études en langue slave et germanique. Et donc, pendant mes études, j'ai pu participer à un échange et être assistante linguistique pendant 4 ans à Vienne, en Autriche. Et j'ai pu enseigner ma langue maternelle, donc qui est le français. Et ça a été une expérience vraiment très enrichissante, très intéressante parce qu'il y avait des publics tellement différents. Et donc moi, l'enseignement, c'était clair, c'était ma vocation, donc je voulais absolument enseigner. Je suis rentrée en France, j'ai fini mes études. J'ai fait un remplacement en tant que prof d'allemand en Alsace, pas très loin d'ici, à la Bresse, dans un collège. Et c'était un peu compliqué parce que déjà l'approche pédagogique justement et didactique est quand même différente dans les pays germanophones et germaniques, on va dire, qu'en France. C'est quoi la grosse différence ? Je dirais l'approche, le contact avec les élèves. Et moi, je vois que j'avais une approche très humaine. Oui, horizontale. C'est-à-dire que je n'étais pas là pour remplir des têtes avec des connaissances et du savoir, mais beaucoup plus pour comprendre pourquoi est-ce qu'un élève avait des difficultés scolaires, pourquoi est-ce qu'il n'avançait pas comme les autres. Donc, j'ai vu très très vite que mon intérêt était vers ceux qui étaient en souffrance, en difficulté scolaire, et que je me suis très vite rendu compte que c'était vraiment les méthodes non plus qui n'étaient pas adaptées à chaque élève. Donc ça a toujours été un petit peu mon cheval de bataille, de m'intéresser à ceux qui étaient en difficulté. Donc je me suis dit, je peux pas rester là, je peux pas rester en France dans ce système où qui me convient pas à mes convictions. Tu l'as vite analysé ça, pardon, oui. Je te coupe. Oui, parce que j'étais très souvent convoquée auprès de la direction, on va dire, D'accord. pour mes méthodes qui n'étaient pas orthodoxes. Donc il y avait des attentes vraiment au niveau de la direction. Donc voilà, que j'utilise des savoirs, oui. Voilà, donc c'était intéressant, c'est parce que je prenais exactement la même liste des savoirs. Donc il y a toujours un cadre référentiel. Donc je prenais exactement le même, seulement que j'avais des méthodes, qui n'étaient pas très orthodoxes. Donc par la musique, par la BD. Ah, mais une langue par la musique, c'est évident. Voilà, donc voilà. Oui, c'est évident, je suis contente de te l'entendre dire, mais c'était pas évident, pour l'enseignement en France. Et moi, je l'avais vu dans les pays germaniques où c'était même très, on demandait, il y avait vraiment cette ouverture d'esprit d'apprendre autrement aussi. Donc je me suis dit qu'il fallait que je reparte dans un pays germanophone. D'accord. Et là, ça a été vraiment un coup de bol. Une amie vivait déjà en Suisse. Il recherchait une prof de français dans son école. J'ai postulé. Ça n'a pas marché, mais je ne l'ai pas abandonné. et donc, j'ai postulé dans d'autres écoles. Et une fois que j'étais en Suisse, les contrats se sont multipliés. Et puis, tu parlais déjà allemand, du coup. Voilà, je crois que ça a été une de mes forces. C'est le fait, bien sûr, j'ai postulé en tant que prof de français, même si je n'avais pas de formation pour l'enseignement du français, mais j'avais quand même 4 ans d'expérience. Et c'est ce qui a été valorisé. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu, on va dire, dans cette différence culturelle. Pour moi, la Suisse, c'est vraiment le pays qui m'a donné une chance, qui a non seulement reconnu mes compétences, alors là, qui était vraiment mon expérience pratique,
donc de l'enseignement avec des publics complètement différents. J'ai eu les petits rats de l'Opéra de Vienne, j'ai eu des grands sportifs, j'ai eu des personnes avec des troubles de l'attention, j'ai eu des surdoués aussi. Donc toute cette expérience d'un public divers et diversifié a fait que j'ai dû toujours adapter mes méthodes et c'est ce qu'a valorisé quand je suis arrivée en Suisse. Et c'était pas, bien sûr, le fait d'avoir un master en allemand, il y avait une reconnaissance aussi de mes diplômes, mais voilà, ils ont dit que voilà, c'est pour l'allemand, mais elle saura très bien le faire en français. Et quelle belle histoire. Et c'est vraiment joli de t'entendre dire c'est le pays qui m'a donné ma chance. Oui. J'ai des frissons. Ouais, je le vois toujours comme ça. Et c'est aussi ce pays qui m'a donné la chance de me reconvertir également professionnellement. Une reconversion donc dans la sexologie qui n'aurait pas été possible en France, par exemple. Bon, alors là, tu vas nous expliquer comment tu passes de prof à sexologue. Tu changes diamétralement de vocation. Qui t'a aidé dans ça? C'est toi qui avais cette recherche? Oui. Déjà, il y avait un constat personnel. Il y a eu déjà un choc culturel énorme également quand j'ai eu mes propres enfants en Suisse. Donc ça, c'est vraiment mon histoire personnelle, de voir aussi autour de moi ce qui se passe. Donc c'était pas seulement moi en tant que Française, femme émancipée, mais également beaucoup de femmes suisses qui souffraient énormément donc de cette transition à la parentalité, parce qu'il y a beaucoup de changements, et pas seulement physique, physiologique. Il y a beaucoup de changement aussi dans l'organisation du couple, alors du quotidien bien sûr, mais aussi de la dynamique relationnelle dans le couple, le rapport avec ses propres parents, peut-être, je ne veux pas dire obligatoirement des blessures, mais il y a des réminiscences de l'enfance qui vont ressurgir. On va se poser des questions sur l'éducation de ces enfants aussi. Est-ce que je veux vraiment éduquer mes enfants comme mes parents m'ont éduqué? Donc il y a plein de remises en question, il y a plein de choses. Et puis il y a un petit nourrisson qu'on a entre les bras qui est complètement... oui, en survie. Mais voilà, il est en survie, donc voilà, il y a des premiers gestes aussi à apprendre. Donc c'est vraiment des nouvelles compétences qu'on doit acquérir simplement pour prendre soin d'un jeune bébé. Donc il y a plein de choses qui arrivent là en une fraction de seconde et qui génèrent malheureusement beaucoup de souffrance aussi et de séparation. C'est un constat malheureux que j'ai pu faire. Et pas seulement dans le cercle amical, mais que même quand on regarde les chiffres, c'est que les séparations dans les couples se font presque directement après la naissance ou dans les mois suivant la naissance, ou alors dès que l'enfant commence à devenir autonome, vers 4-5 ans, ou alors ils attendent vraiment que les enfants soient ados, donc on va dire vraiment... Et les désaccords sur la vie intime sont les raisons de ces séparations parfois? On peut le détecter, ça? Oui, on peut le détecter. Déjà, ça serait reconnaître les facteurs qui favorisent justement cette bonne transition. Et ça a été notamment le sujet de mon master. Je me suis vraiment intéressée à la sexualité, la transition à la parentalité. Et parce que c'est un sujet qui est très, très complexe. Donc, c'est pas, bien sûr, mon regard, c'est mes lunettes de sexologue. Donc, je m'intéresse à la sexualité. Mais on voit tous les impacts que ça a, que ce soit psychologique aussi, identitaire, mais également relationnel. Quand on est deux, et là, qu'il y a un enfant, on n'est plus deux, on est trois. Donc, il y a une nouvelle dynamique qui s'instaure avec de nouvelles relations à créer. Et généralement, tout est fait pour que le focus, on va dire, soit... Oui, que l'accent, je ne sais pas si on dit focus en français. Oui, tu peux, vas-y. On est internationaux. L'accent est vraiment autour de l'enfant et le couple n'existe presque plus. Donc, ça demande vraiment, il faut être conscient de ça. Donc, prendre du temps aussi pour son couple et aussi prendre du temps pour soi. Alors vraiment, je suis épatée. Je vois que tu as un métier qui rejoint un peu tous les champs de l'étude de l'humain. C'est pas mécanique forcément. C'est un peu ma crainte, entre guillemets, pardon. Hein. Mais voilà, même de la sociologie, l'étude des mœurs, de l'évolution des pensées. Voilà, donc la sexologie, c'est d'ailleurs une science qui est très récente, on va le dire aussi, faut pas se leurrer, mais qui est vraiment à l'intersection justement entre plusieurs sciences. C'est vraiment la médecine sexuelle, donc qui va être bien sûr toute l'anatomie du corps humain, mais toutes les maladies aussi, et alors bien sûr la sexualité, mais également, je sais pas si on parle de ménopause, donc tout ce qui va être hormonal, les changements qui auront un impact aussi sur sa perception du corps, sur la sensibilité du corps, etc., etc. Donc après il y a tous les aspects psychologiques également, la relation qu'on a soi-même avec son corps,
corps, la relation avec les autres, la communication. Peu importe dans quel domaine on se trouve, qu'on parle de parentalité, de sexualité, ou peu importe, même quand on est dans une entreprise, la communication, j'ai envie de dire, c'est la base de tout. Donc même en sexualité. Je suis d'accord. Ok, très bien. Bon, je veux revenir un petit peu à ta formation. Bon, tu as dit que c'est quand même un nouvel objet d'étude. Oui. J'imagine pas les gens du XVIIe ou XVIIIe siècle disserter ou se poser vraiment des questions concrètes. Hein. Ils imaginaient ça comme un besoin un peu basique. J'imagine à l'époque. Et dans très l'histoire. fonctionnel Voilà. et médical, justement. Voilà, fonctionnel, la reproduction. Voilà, tout à fait. Et donc, quel cours tu as dû suivre dans cette formation? Comment ça s'est passé? Alors, le master que j'ai suivi, c'était quand même très novateur, déjà à l'époque. C'est né d'une collaboration entre la Haute École de Merseburg, en Allemagne, donc eux qui ont une expérience déjà de plusieurs décennies en matière de sexologie, puisque l'Allemagne de l'Est, enfin ex-Allemagne de l'Est, était vraiment très en avance, on va dire, où ils prenaient déjà les questions de sexualité humaine, déjà, les décortiquaient tout. Voilà. Ils ont vraiment une on va dire, c'est une référence en matière de sexologie. Et en alliance avec l'Institut sexopédagogique de Uster, donc c'est juste à côté de chez moi, qui, eux, ont apporté tout l'aspect, justement, pédagogique, didactique, par rapport, justement, à la sexopédagogie. Et une approche aussi sexocorporelle, qui vient du Canada. Alors, ça vient pas de Suisse, ça vient du Canada. Et donc, ça fait un amalgame. Et au bout du compte, c'est une formation qui a 3 piliers. Donc, qui va être tout ce qui va être consultation sexologique, donc ça soit répondre à des questions sur sa sexualité ou sa relation de couple, mais également tout ce qui va être l'aspect thérapie. Donc vraiment, là, quand il y a une dysfonction sexuelle, donc comment sortir de ce cercle vicieux, de cette dysfonction sexuelle. Donc là, c'est vraiment l'aspect thérapeutique, également thérapie de couple. Et le 3e pilier, ça va être la sexopédagogie, donc avec un public jeune, donc vraiment parler aux enfants, parler aux adolescents. Ça se fait ça? Il y a des programmes dans les écoles Oui, en Suisse, il y a des programmes dans les écoles. Je dirais, alors je ne vais pas commencer par quelque chose de négatif, mais bon, c'est vrai que j'ai une petite critique à faire par rapport à ces programmes. C'est que très généralement, ce sont des intervenants externes à l'école. Donc bien sûr, ce sont des personnes qui sont formées, mais il y a encore cette idée d'éducation sexuelle. Et moi, j'ai plus envie qu'on aille vers cette éducation sexuelle et affective. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup, même dans l'éducation sexuelle à l'école, c'est encore sur l'appareil génital et reproductif, mais ou alors même les IST, mais on oublie souvent cette construction identitaire qui est liée justement au développement de la sexualité. On oublie cet aspect affectif, comment construire une relation saine avec l'autre, justement. Et ça commence par bien se connaître soi-même. Ça commence à être avec, je dirais, une relation saine avec soi-même. Alors, qui est le mieux placé pour le faire envers des jeunes? Bon, tu vas dire la famille, n'est-ce pas? Les parents ou bien... Déjà, prendre conscience que nous sommes tous des êtres sexués et sexuels, même des enfants. Alors, bien sûr, c'est pas la même sexualité, mais il y a des échographies, par exemple, qui ont été réalisées où on voit vraiment les parties génitales en mode d'excitation dans l'utérus d'une maman. Donc la sexualité, voilà, c'est pas quelque chose qui va se développer à l'adolescence. Beaucoup de parents, c'est freudien, ça. Hein, ouais. C'est Freud qui parlait justement des enfants en premier, qui avait choqué son époque. Si je me trompe pas. Ouais. Et donc justement, il y a une approche. Alors je veux pas rentrer dans les techniques, mais hétéro et puis, enfin, bref, simplement pour dire que le développement de la sexualité enfantine est différente du développement de la sexualité adulte, puisque là, il y aura une vraie recherche du plaisir, du désir, de l'épanouissement sexuel dans la recherche de l'excitation sexuelle et du plaisir. Chez l'enfant, on en est à la découverte du corps, à la découverte de ses parties génitales. J'aurais dit aussi dans la projection, c'est dans l'idée simplement. C'est ce qu'on n'appellerait pas des fantasmes, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément ni assumé, c'est dans son inconscient. Ce qu'il y a, c'est que quand on parle vraiment des enfants, ça va être identitaire. Ce développement sexuel va être identitaire. Faire comprendre que la mère et l'enfant ne forment pas qu'un. Oui. Donc là, c'est pas vraiment parler du nous. On était vraiment en symbiose avec le corps de la mère. Et on voit que, en fait, non, je ne suis pas ma mère. Donc le nous devient je.
Et ce jeu ne peut être possible seulement que si je m'identifie donc avec les personnes qui sont autour de moi et que je me différencie également des personnes autour de moi. Et ça passe également par reconnaître son genre, alors reconnaître ses parties génitales et s'inscrire aussi dans un genre identitaire et sexuel, que j'ai envie de dire. Tu peux comprendre que ça dérange quand on parle de maternité et de sexualité ensemble. On va en parler après, qu'il s'agit d'attachement. Enfin, tu l'amèneras certainement mieux que moi. Mais tu peux comprendre que ça dérange encore ? Non. Je suis mal à l'aise avec ça, mais c'est complètement... Parce que voilà, c'est l'enfant ange, l'enfant pur. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc il faut enlever nos enfants de ce piédestal. Non, il faut voir ça au niveau purement humain et relationnel. Nous sommes tous des êtres humains. À des stades différents de notre expérience, alors voilà, qu'elle soit expérience de la vie, mais expérience sexuelle également, de nos attentes aussi par rapport à notre vie. Donc c'est vrai que quand les enfants sont petits, on accompagne, en tant que parent, on accompagne notre enfant. Et là, j'ai envie de dire, c'est pas des mini-mis, les enfants. Ils ont leur propre volonté. Et je crois que c'est un des rôles des parents, c'est d'accompagner leur enfant et de respecter leur enfant dans leur choix. Alors comment on fait ça, justement ? Oui, je sais. J'ai eu une petite dispute avec mon mari hier soir à propos de ça. Oh non, le podcast a mené une dispute. Comment est-ce qu'un enfant, donc qui n'est pas mature, on va dire, peut faire des choix ? Donc c'est justement le rôle du parent d'être bienveillant, de ne pas être dans le jugement et d'expliquer les choses. Alors là, si on revient dans la thématique de la sexualité, c'est sûr qu'on ne va pas expliquer à un enfant de 3 ans qu'est-ce qu'une relation sexuelle. Mais lui faire comprendre d'où il vient, parce qu'à 3 ans, en plus c'est l'âge charnière où on sait qu'on est un petit garçon ou une petite fille. Et du coup, ça va être des questions d'où je viens. C'est pas bien le chou et la salade ? Après, voilà, moi je viens pas. Moi je suis très contente que tu m'aies invitée à ce podcast et généralement c'est vrai qu'on attend beaucoup de conseils. Oui. Et j'ai envie de dire, faites-le comme vous le sentez. D'accord. Mais sachez simplement que en éduquant, en accompagnant votre enfant sur ce chemin de vie, parce que la sexualité fait partie de son chemin de vie, vous allez le protéger. C'est une des meilleures préventions qui soit. Donc bien sûr, les parents ont des peurs. Et ça, c'est des peurs qui sont transmises aussi de génération en génération, parce que la question principale que les parents me posent, c'est comment en parler ? Tout simplement, dites les choses comme elles le sont. Et oui, en général, c'est la télé qui les éduque ou les copains en cours d'école. Alors, si on regarde les statistiques, effectivement, où vont chercher donc les enfants, plus les adolescents, où est-ce qu'ils se renseignent ? C'est Internet, ouais. C'est Internet. C'est Internet, et puis c'est leurs camarades qui n'ont pas plus d'expérience ou de connaissances en la matière. Et c'est là que vont naître justement toutes les aberrations, toutes les j'ai envie de dire, toutes les attentes aussi sur comment vivre sa sexualité, comment vivre sa relation avec l'autre. Parce que ce qu'on trouve sur Internet ou ce qu'on voit à la télé, c'est pas obligatoirement la réalité, tout simplement. Donc, et là, je pense spontanément à la pornographie, parce que si on tape sur Internet, je ne sais pas, qu'est-ce que recherchent les enfants ? J'avais cette phrase, là, elle ne me revient plus. Mais voilà, si on même simplement le thème de la première fois, obligatoirement, on va trouver sur un peu de tout et de n'importe quoi. Donc oui, il y a de très bons sites d'éducation où l'enfant va pouvoir trouver ses réponses tout seul aussi à ses questions. Il y a de très bons sites aussi où les parents vont trouver des informations pour accompagner leur enfant. Mais ce que les enfants vont trouver sur Internet, c'est des images pornographiques, des contenus vraiment douteux. Mais ils vont grandir avec ça. Ils vont grandir avec ces images, croyant que c'est la réalité. Et si la communication, parce qu'on parlait de communication tout à l'heure, donc si le parent ne s'est pas posé comme un interlocuteur, j'ai envie de dire privilégié, dans l'intimité de ses enfants, il ira poser ses questions à quelqu'un d'autre. Oui, et ils viendront pas dire « Papa, maman, tu sais, j'ai vu un truc sur Internet, j'ai trouvé ça bizarre, il y avait des images qui étaient choquantes. » Ils iront ni en parler à leurs parents, ni à leurs professeurs. Donc, ils vont rester avec ce qu'ils ont vu, peut-être avec ces chocs
justement. C'est ce qui va vraiment imprégner leur pupille et leur cerveau, et ils vont grandir avec ça, croyant que la sexualité, c'est ce qu'ils ont vu sur Internet. Donc, je pense qu'il faut utiliser le rapport qu'on a. Donc, tu parlais d'enfant, l'enfant ange, l'enfant privilégié, etc. Oui, on a d'excellents rapports avec nos enfants quand ils sont tout petits, parce que, j'ai envie de dire, le papa et la maman, on est leur Dieu. C'est ça. On sait tout. Hein, on est capable de tout faire, on répond à toutes les questions. Donc tous les besoins. À tous les besoins aussi. Donc nous sommes les dieux de nos enfants, donc gardons plus ou moins cette relation, parce qu'elle va changer lorsque l'enfant va grandir, parce que surtout pendant l'adolescence, ça fait couper le cordon ombilical. Même s'il est qu'imaginaire, il se fera beaucoup à l'adolescence. Mais c'est justement là, garder le lien quand même. Alors un lien qui est plus ou moins malléable, donc ça sera avec la communication. Donc à 3 ans, quand vos enfants vous posent des questions, d'où ils viennent, ou sur leur corps, etc., répondez-y. Parlez de vos propres peurs en disant, écoute, comme tu l'as annoncé au tout début de l'interview, tu dis, voilà, je suis pas à l'aise avec cette thématique, dites-le à vos enfants. Oui, d'accord. Je suis pas à l'aise parce que voilà, moi-même j'ai mes propres peurs, ou alors je ne sais pas. Dites à vos enfants, je ne sais pas, mais je vois que ça t'intéresse, si tu veux, on peut chercher ensemble. Si l'enfant ne pose pas de questions à 3 ans, à 5 ans, les enfants posent toujours des questions, il y a toujours la période des pourquoi. Et pourquoi, après il y a la période des comment. Mais est-ce qu'on doit assouvir une question, une curiosité qui ne s'exprime pas? J'ai pas envie qu'on soit intrusif non plus dans la vie de nos enfants. La sexualité, c'est aussi une question de maturité. Donc même si vous allez trouver des manuels, là, j'en ai amené un aujourd'hui, où il y a un repérage également en fonction de l'âge des enfants, c'est un indicateur, mais il faut surtout voir la maturité de vos enfants, et qui est le mieux placé que les parents pour juger, jauger cette maturité. Donc déjà, les parents, renseignez-vous sur le développement bio, psycho et social de vos enfants, pour savoir, je veux pas aller trop vite, c'est surtout une des peurs des parents, je veux pas lui enseigner quelque chose pour laquelle il n'est pas prêt. Puis renseignez-vous quand une question, alors si la question vient, bien sûr, retournez la question. Bon, on te contacte? Alors on me contacte aussi. Oui, bien sûr, on me contacte, mais c'est souvent intéressant quand il y a une question qui vient, c'est de retourner la question. Ah oui, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? T'as déjà des infos là-dessus? Parce que tu sais, moi j'ai mon opinion, ou moi mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Donc, et c'est là qu'on va voir quelles sont les informations qu'ont nos enfants. Et puis alors, on va pouvoir démystifier en disant, non, tu sais, c'est pas du tout comme ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire du dépistage, j'ai envie de dire, qu'on va enlever un peu cette image complètement illusoire de la sexualité, parce que si on regarde la pornographie, il n'y a rien dans le respect. On va y venir, ouais. Il n'y a rien dans l'amour, il n'y a rien dans le relationnel, c'est du purement technique, quoi. Et puis j'ai envie de dire, sportif. Tout le monde n'est pas capable de faire ce genre d'acrobatie. Et est-ce que c'est nécessaire, d'ailleurs? Mais s'il n'y a pas ce discours avec son enfant, où est-ce qu'il va le savoir? Est-ce qu'on peut avoir un discours qui pourrait paraître dogmatique un petit peu, mais qui simplement dise aux enfants, il y a 3 bases, mettons, c'est avoir des relations saines, équilibrées, dans le respect de soi et des autres. Voilà, le respect de soi et des autres, et la diversité aussi des autres. Je pense qu'en matière de sexualité, c'est important. Et puis j'ai envie de dire tout de suite, j'ai une connexion, que ce soit en matière de religion aussi, ou d'origine ethnique, de montrer cette diversité. Alors bien sûr, d'un certain côté, développer le caractère unique de son enfant, en disant oui, toi tu es comme ça, ou toi tu fonctionnes comme ça, ou toi c'est ça qui te plaît, mais il y a d'autres personnes qui sont différentes, qui ont d'autres envies, qui ont d'autres besoins. Donc c'est aussi ce discours-là. Côté tolérance. Cette tolérance, voilà. Donc la tolérance pour une personne qui est différente de moi, et qui a d'autres attentes aussi, d'où encore une fois l'intérêt de la communication. Être curieux, aller à la rencontre de l'autre, et pas obligatoirement dans l'intérêt d'avoir un match. Donc là, je parle plutôt pour les personnes qui sont célibataires. Intéressez-vous aussi aux personnes qui sont différentes de vous, parce qu'on peut toujours apprendre de l'autre, apprendre des différences de l'autre. Donc quand on est très petit et puis qu'on a déjà cette vision très tolérante des autres aussi, et de respect,
on est ouvert, donc on est moins dans le jugement. Après, bien sûr, faire comprendre que nous aussi, on a droit à ce respect, à cette tolérance dans notre unicité. Alors comment on leur fait comprendre ça en fait, de ne pas, de pas être soumis aux besoins ou aux désirs des autres, mais de s'imposer du consentement. Voilà, ça c'est une très bonne approche, donc de reconnaître que l'autre a des besoins, mais reconnaître également ses propres besoins. Et ça c'est très compliqué parce que et ça on revient alors c'est une partie de l'éducation sexuelle bien sûr, mais de l'éducation tout court. Quand un parent, je sais pas, on va dire, il y a situation typique, une crise au supermarché, l'enfant qui se roule par terre. Donc, il va y avoir la réaction, réaction, contre-réaction, etc. Mais soit on peut nommer déjà ce qu'on voit. Alors, je vois, apparemment, je pense que tu n'es pas content. Je vois que tu te roules par terre, donc décrire ce qui se passe. Et puis, nommer les émotions. Et ça, parce qu'il y a peu de personnes, je pense, je le vois en consultation, des adultes qui sont incapables de nommer leurs sentiments, leurs émotions. Ça, c'est une éducation aussi. Alors là, c'est vraiment du vocabulaire, tout simplement. Donc, on en revient encore aux bases de la communication. Donc, nommer une émotion, nommer un sentiment. Ça, si on ne vous a pas appris ce vocabulaire-là, ça va être compliqué. Parce que vous allez ressentir des choses, mais vous n'allez pas pouvoir les nommer. Et je vous suggère la littérature pour pallier à ça, si on ne vous l'a pas appris. Parce que... Oui. Donc là, quand j'ai affaire à ce genre de situation, donc j'ai l'impression de... Alors là, c'est un rapport peut-être... il y a un adulte en face de moi, mais du coup, on va reprendre les bases, comme avec des enfants. Donc, nommer des sentiments, nommer des émotions. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont... il y a un certain tabou aussi à ressentir des émotions. Alors, je ne vais pas dire obligatoirement les hommes, mais aussi les femmes. Mais pourquoi est-ce que je ressens ça? Ou pourquoi est-ce que je ressens cette colère? Même envers mon partenaire, tout simplement. Parce que je l'aime, mais j'ai cette colère en moi et je ne la comprends pas. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque émotion, il y a un besoin inassouvi. Et donc, il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Une émotion, c'est là pour nous faire réagir. C'est une information qui est envoyée par notre cerveau en disant « Écoute, il y a un truc qui ne va pas. » Ou alors si je suis joyeuse, t'as vu, c'est super, tout se passe très bien. Donc, le cerveau nous envoie une information et généralement, c'est une information pour nous faire réagir. C'est pas pour l'autoflagellation, c'est simplement à dire écoute, là tu as un besoin qui a été inassouvi, donc fais quelque chose. Et quand on a compris ça, c'est le b.a.-ba, quoi. Je veux dire, moi j'invente rien du tout, mais quand j'annonce ça en salle de consultation, j'ai l'impression, les gens me regardent avec des petites étoiles dans les yeux, et c'est tellement si simple. Comme si, oui, c'est possible maintenant de dépasser un problème. Tu leur dis, oui. Tout à fait. Et là, donc on en revient peut-être, comment éduquer ses enfants au consentement, surtout. À la sexualité, au consentement. Dites les choses comme elles sont. Partez du corps, partez des émotions, partez des besoins. Est-ce que c'est une bonne idée de dire à une jeune fille, à un jeune homme, s'il y a une proposition, de systématiquement commencer par dire non et ensuite se demander, prendre le temps de la réflexion, un jour ou deux, de ne pas être dans le moment, de d'abord faire un pas en arrière, d'observer, de s'observer et de savoir si on est vraiment... Parce que c'est ça le problème du consentement, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui ont des emprises, il y a des situations qui mènent à une soirée, j'en sais rien, je peux m'imaginer et du coup, est-ce que c'est une bonne technique de dire on dit non et après... Alors, oui et non. Donc, apprendre à dire non, dans le sens... donc, plutôt que de répondre comme ça, apprendre à dire non ou apprendre à dire oui, c'est simplement, lorsqu'une personne s'intéresse à moi, déjà reconnaître ses intentions. Est-ce qu'elles sont purement relationnelles et amicales ou est-ce qu'il y a plus? Et déjà, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes qui se lancent mais dans une relation sexuelle et dans un couple, mais sans avoir discuté comment est-ce qu'on veut être ensemble. C'est ça le consentement. Ça fait peur en fait ces discussions, j'imagine. On a peur de perdre l'autre ou de plus être en phase, de casser un petit peu une bulle qui a l'air jolie. Tout à fait, parce qu'on a peur d'être rejeté. On a peur de ne pas être accepté comme on est. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans cette tendance donc de séduction, plaire à l'autre pour être accepté. Et en fait,
pas une bonne technique parce que alors ça va marcher peut-être au début, on va évoluer aussi, mais il y a un moment où on va arriver vraiment à un mur. Ou alors un nœud. Voilà, j'aime bien parler de nœud dans les relations. D'accord. Parce qu'un nœud, ça peut toujours se défaire. Un mur, ça peut se contourner aussi. Mais on arrive vraiment à un blocage et c'est comment en sortir. Donc, si à la base, et là, moi, on peut parler même de la parentalité, quelque chose qui me tient très à cœur, faire un enfant. Pourquoi ? Est-ce qu'on se pose la question, quand on est un couple, pourquoi est-ce qu'on veut des enfants ? Et là, c'est intéressant, c'est que la réponse est tout le monde veut des enfants. C'est évident, oui. C'est tellement évident. Quand même, de nos jours, les gens se posent plus la question. Maintenant, on a le choix d'en faire ou pas. Voilà, c'est ça. Mais je vois qu'il y a beaucoup de parents qui justement, il y a des relations qui vont casser parce qu'ils ne se sont pas posé la question. Parce qu'on fait comme les autres, parce que c'est tellement naturel d'avoir des enfants. Mais on ne s'est pas posé la question quel genre de parents on voulait être. Qu'est-ce qu'on va vouloir transmettre aussi à nos enfants. Donc il y a toute cette culture familiale à développer quand on devient parent. Et avant ça, avant de développer cette culture, il faut développer sa culture de couple. Donc avant d'être un couple, je suis moi. Donc on est toujours, je dirais, comme une pâte à modeler, on peut toujours évoluer, on peut toujours s'adapter, mais c'est toujours, quel est mon objectif dans la vie, qu'est-ce que je veux. Et quand je vais me mettre en couple avec quelqu'un, mais c'est quoi mon objectif ? Donc on est très souvent dans l'idolation également du grand prince charmant ou de la princesse. Et puis, on va dire au bout... alors, la phase de lune de miel dans le couple, elle peut durer 3 à 4 ans. D'accord. Donc, on va avoir une très, très bonne relation, autant affective que sexuelle. Et puis après, il y a la routine qui s'installe. Et puis surtout, on voit que le prince charmant se transforme en crapaud tout moche. Charentaise. Et qui pue. Et la princesse, on se rend compte qu'elle n'était pas si classe que ça, cette princesse. Donc, on est dans la désillusion et le couple s'effondre complètement. Parce qu'à la rencontre, on était dans cette fausse image déjà de l'autre. Parce que c'est aussi l'image qu'on a voulu donner. Donc, j'encourage toute personne, soyez vous-même. Même si vous croyez que vous êtes bizarre, non, vous êtes vous, vous êtes unique. Et vous trouverez toujours quelqu'un à qui vous allez plaire. Même si vous êtes hors norme, on va redire des dictats de beauté aussi, parce que le corps, la relation avec le corps est aussi... Body positive. Ouais, mais complètement body positive. Puis même trouver votre style. C'est sûr, on peut s'habiller comme les autres, ou alors on peut s'habiller parce que ce pull-là, il est génial, je l'adore, mais ça va pas avec mes chaussures. Mais qui a dit ça ? Non, c'est un bon message pour les jeunes aussi. Mais complètement. Je te recentre un petit peu sur le côté pédagogique. Oui, s'il te plaît. Donc on essaie d'envisager comment parler à nos enfants d'une relation saine et équilibrée. Et là, je vais commencer par le contre-pied. Vas-y. Justement, est-ce que tu vois l'expression de la violence sexuelle, des attitudes destructives ou de la pornographie comme une nouveauté de notre époque ? Est-ce que c'est un nouveau phénomène ? Enfin, nouveau, je m'entends, mais est-ce que c'est récent ? Quels sont du coup les nouveaux paramètres, les chiffres aussi, en termes d'abus, de violence ? Voilà, comme de la même manière qu'aux États-Unis, quand il y a une tuerie dans une école, on dit c'est parce que cet enfant jouait trop à un jeu vidéo, ou ce jeune voyait des choses violentes. Eh bien, est-ce que tu penses que les violences et abus qui sont de plus en plus dénoncés, et on le salue, sont liés à l'excès de pornographie de ces images ? Alors, il y a plein de choses qui me viennent en tête quand tu poses ta question. C'est une grande question. Ouais, et très complexe. Je vais essayer d'y répondre le plus justement possible. La première chose que j'aimerais établir, c'est que, comme je dis tout à l'heure, la pornographie, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Donc déjà, c'est un premier message qu'il faudra faire passer auprès de vos enfants, de toute manière. Ça n'a rien à voir. C'est un divertissement, la pornographie. Après, c'est comme les films de science-fiction ou les films d'horreur. On va les regarder, on les regarde pas. Après, est-ce que ça a une influence sur les comportements ? Alors oui, puisque si les jeunes n'ont pas la possibilité de parler ouvertement, sans jugement et dans la bienveillance avec une personne de confiance, notamment leurs parents ou même un professeur ou même moi, un sexologue, à qui vont discuter. Donc ça va encore une fois, la pornographie, cette référence. Donc, le problème, c'est croire que c'est la norme, justement. Voilà, c'est ça. Donc, on va instaurer cette norme. Donc, encore une fois, et là, je crois que je vais me répéter énormément, mais j'encourage vraiment tous les parents à parler de ça. Donc, à l'école, il y aura ils parlent de compétences médiatiques. Donc, la pornographie
est abordé dans ce domaine-là à l'école, mais effectivement, ça va devenir une norme parce qu'aujourd'hui, alors ce qui a changé, alors c'est pas nouveau la pornographie, ça a toujours existé. Ah bon? Mais oui, la pornographie, même si tu regardes, alors là on va prendre le côté très culturel, si tu regardes les Aztèques, ils ont toujours fait des statues, ah si, mais le Kama Sutra, mais excuse-moi, c'est pas nouveau le Kama Sutra. Les hindous, alors je vais pas te citer les dates, hein, mais il y a toujours eu des reproductions érotiques et pornographiques. C'est simplement, alors ce qui a changé, parce que tu me demandes quels sont les nouveaux paramètres, aujourd'hui elle est accessible et gratuite. J'ai envie de dire, autant les générations, alors là, les parents qui écoutent, ils vont sûrement rire sous cap en disant, oui, il y avait peut-être des magazines, des photos, mais il fallait soit aller à la librairie, ou alors, c'était sous le manteau, on arrivait... Est-ce que c'est moins jugé aujourd'hui? Il y a moins de pression morale? Est-ce que aussi c'est plus accessible? Finalement, moi, j'avais l'impression, en regardant certains films, qu'il y a des scènes qu'on n'aurait pas vues, quand j'étais même ado, donc il n'y a pas si longtemps. Ouais. C'est vrai que moi, je pense que cette ouverture, hein, donc du dialogue et de la diversité également, moi je suis ravie. Hein. On voit de plus en plus aussi de films, alors on va dire qui sont pas pornographiques ni quoi que ce soit, mais on va avoir des couples aussi homosexuels, des couples polyamoureux par exemple. Donc je suis très contente parce qu'on voit cette diversité, mais c'est vrai que ça peut être plus compliqué d'expliquer ça à nos enfants quand on est, je sais pas, on regarde la télé en famille, enfin nous on regarde pas la télé. Mais justement, donc encore une fois, avoir ce discours en disant, tiens, il y a une scène, moi personnellement, c'est pas que ça me choque, mais je vois, ça me travaille un petit peu. Et toi, qu'est-ce qu'il en est? Ah ouais. Donc, allez à la pêche aux infos. C'est dur. Donc, partez, même vous, les parents, de vos propres émotions, les partager. Et puis, alors, parce que tu parlais, ça devient une normalité. Alors, oui, quand on voit une scène, même homosexuelle, ou même des couples, même sans voir une scène érotique, hein, simplement des couples homosexuels ou polyamoureux à la télévision, ou même des handicapés, parce que, les handicapés ont aussi le droit à la sexualité, par exemple. Donc, de voir cette diversité, on revient encore à cette acceptance, et c'est la normalité. Est-ce qu'on a besoin de le montrer et de le voir? Si on ne la montre pas, on va encore créer un tabou. Parce que, justement, on ne va pas oser se montrer parce qu'on va dire la norme. Alors voilà, mes parents, c'est un homme et une femme. Donc la norme, c'est que pour être parent aujourd'hui, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Alors on va dire génétiquement, oui. Il y a d'autres possibilités. Ça tient toujours également. mais il peut y avoir une très très belle forme d'amour également entre des personnes du même sexe. Et puis, et j'ai envie de dire, les relations polyamoureuses, c'est pas non plus une question de mode, hein, ça a toujours existé. Mais voilà, c'est plus présent. Donc le fait d'avoir plus de présence, il y aura moins de pression sur les personnes, on va dire, qui ont une sexualité ou une forme de relation humaine, on va dire, non normative. Et en même temps, on en voit de plus en plus, et de même, on voit de plus en plus de messages qui dénoncent les violences et les abus, et pourtant, les violences et les abus ne s'arrêtent pas, et les chiffres augmentent, même les féminicides, etc. Ouais, je me disais que j'avais oublié une partie de ta question tout à l'heure, c'était les violences... Je te ramène, hein. Ah ouais, voilà, merci, les violences sexuelles. J'ai envie de dire que les violences sexuelles, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Mais encore une fois, avec un rapport... Là, je ne comprends pas. Ouais. Je t'explique. Donc là, c'est justement, c'est qu'il n'y a pas une relation saine qui s'est développée. On n'a pas été dans le respect de l'autre. On est dans un rapport de force, dans un rapport de domination. Et justement, on va s'imposer à l'autre de par sa force physique, de par, on va dire, des paroles blessantes. Et on va... Comment on va dire? On va mettre la personne en face de nous dans un cycle de violence où cette personne va se sentir responsable d'ailleurs de cette violence. Donc on est vraiment dans la manipulation complète. C'est que, alors là je parle de violence conjugale, hein, c'est que les personnes n'iront pas porter plainte parce qu'elles vont dire je l'ai mérité, c'est de ma faute s'il me frappe. Ouais. C'est vraiment terrible. Donc justement, si cette personne n'a pas appris à reconnaître aussi ses propres limites, à dire stop, c'est que la violence, c'est un cycle, c'est une spirale infernale qui ne s'arrête que quand il y a un fémicide. À tel point qu'on doit faire aujourd'hui de la pédagogie sur apprendre à écouter les victimes. Voilà. Donc, ce qui me fait plaisir, c'est difficile à dire dans ce contexte-là, c'est que oui, des actions comme MeToo ou Balance ton porc ont brisé ce tabou.
Parce que là, la personne que je décrivais dans les violences conjugales, elle est dans un tabou. Elle n'est pas présente, on n'en parle pas. Et là, on en revient encore à la communication. Si on ne parle pas de quelque chose, on va faire un tabou. On va en faire un tabou, pardon. Donc, le fait d'avoir une présence, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on brise le tabou, on donne la parole aux victimes. Et aujourd'hui, la réaction de la société, c'est inacceptable. Mais cette violence conjugale, elle a toujours existé aussi. C'est ça. Alors, les chiffres augmentent, oui, on va me dire. Ils ont augmenté également avec le pendant le confinement, etc. Parce que voilà, on était les uns sur les autres, etc. Donc oui, les chiffres ont augmenté, mais ces chiffres, ils peuvent dire tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que la violence augmente. Ça veut dire que les victimes trouvent beaucoup plus le courage d'aller dénoncer ces violences, d'aller porter plainte. Et aujourd'hui, c'est seulement 12, allez, on va dire 15%. Ah oui, j'imagine. Qui vont porter plainte. Est-ce que tu crois que tout le monde, une fois dans sa vie, un constat très pessimiste, mais a été prédateur ? Alors sans parler de violeur ou d'abus, mais voilà, dans cette attitude de prédateur. Je pense qu'on est tous prédateurs. On est tous prédateurs et on est tous des victimes, parce qu'on est tous en relation avec d'autres personnes. Donc, à partir du moment, et puis là je reviens à des définitions vraiment très basiques de liberté, c'est que ma liberté s'arrête là où commence la tienne. Donc, et ça on en revient encore une fois au consentement. Alors peut-être que c'est pas très érotique, mais c'est bon à dire aux enfants. Ouais, mais quand on va aller voir quelqu'un, et puis même simplement de mettre une main sur un bras, si on voit que, je sais pas, ma réaction physique, ça va être, j'ai la chair de poule, et puis je vois j'ai une tension. Ouais. Donc pour moi, ce geste est déplacé. Mais à la base, c'est qu'une main posée sur mon bras. Quelle est l'intention de ce geste ? Donc déjà, toujours se poser la question, quelle était l'intention de ce geste ? Parce que déjà, en faisant ce geste, j'ai dépassé la barrière physique de l'autre personne, sans lui demander. Donc, j'en reviens encore une fois, quand on rencontre quelqu'un, alors on peut parler de ses désirs ou de ses besoins, j'ai tellement envie de t'embrasser. Et puis voilà, attendre, parce que tu disais non, dire le non tout de suite. Alors voilà, déjà communiquer ses besoins, je te trouve séduisant ou séduisante, j'ai tellement envie de t'embrasser. D'accord, je comprends, oui, c'est vrai que je suis très très belle. Et ça construit la relation de manière positive. Mais simplement de dire, bon écoute, j'aimerais qu'on prenne un peu plus le temps de se connaître, parce que même avant de passer à l'acte, on va dire, j'aimerais mieux te connaître, quelles sont tes intentions, parce qu'il n'y a rien contre non plus le fait de passer une bonne nuit d'éclate à 2 ou à 3 ou à 4, peu importe, mais que tout le monde soit d'accord avec ça. Donc après, chacun vit sa sexualité différemment, vit ses relations aussi différemment. Mais si tout le monde, toutes les personnes qui sont intégrées dans cette relation sont d'accord, c'est comme dire on fait un voyage. Bon, on va faire un voyage ensemble. Oui, mais où ? Et puis on y va comment ? La métaphore est pas mal. Et puis on va prendre quel transport ? Mais qu'est-ce qu'on met dans nos sacs ? Et il y a beaucoup de personnes qui ont une relation de couple, mais ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas... J'ai souvent l'image du sac à dos. Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos ? Qu'est-ce que tu as apporté avec toi ? Parce que quand on va rencontrer une personne, elle a son passé, elle a ses propres expériences, elle a eu toutes ses premières fois aussi, avec des relations avec d'autres personnes, également une éducation. Oui, et même l'héritage, on dit qu'on est porteur de nos ancêtres. Tout à fait. Donc on emmène tout ça. Il y a moi, ici et maintenant, donc comment j'en suis arrivée là, et puis toutes mes attentes, peut-être parfois irréalistes, que j'ai envers mon partenaire. Donc là, ça va être faire un réajustement avec l'autre, justement, en disant « moi, tu vois, j'aimerais faire un tour du monde, un truc super, ça va durer jusqu'à ma mort, quoi. Je suis tellement curieux, je veux découvrir. Ah non, mais moi, je veux juste aller au bout de la rue avec toi, et puis voilà, on fait un petit truc vite fait. » Construire notre maison, voilà, je vois à peu près. Donc, ce qui est intéressant dans cette métaphore, c'est quand on part en voyage, au final, chacun a son identité, sa carte d'identité. Il n'y a pas l'idée de fusion, de se fondre dans l'autre. Alors si, et ça c'est une très mauvaise image, on cherche toujours l'âme sœur. Il y a tellement de symboles aussi, on va offrir pour la Saint-Valentin un petit bout de puzzle à son partenaire, puis donc il y a l'autre bout, on est tellement complémentaires. Alter ego. Voilà, mon alter ego. Donc on recherche toujours cette identité, on veut être reconnu aussi dans l'autre et par l'autre, donc ça c'est légitime, mais
j'ai envie de dire, la vie est tellement difficile, variée, il y a tellement de challenges qui nous attendent. Si votre partenaire a d'autres compétences que vous, c'est là que vous allez vraiment avancer dans la vie. Et donc, mais moi, ça, c'est ma perception personnelle. Moi, je me suis toujours intéressée aux personnes qui étaient différentes de moi. Parce qu'elles avaient justement un autre passé, elles avaient une autre culture, d'autres croyances. Et c'était toujours, qu'est-ce que je peux prendre de ça ? Qu'est-ce que je peux apprendre pour moi, pour évoluer ? Parce qu'un être humain, c'est ça. On parle de sexualité depuis tout à l'heure, mais c'est quoi la vie, en général ? C'est quoi notre destinée ? C'est vivre, tout simplement. Et vivre, c'est quoi ? Vivre, c'est apprendre. Vivre, c'est évoluer. Vivre, c'est être curieux, c'est aller vers les autres, c'est la découverte, c'est tout ça, quoi. Bon, j'essaie de résumer un petit peu. Vas-y. À nos enfants, en gros, on essaie de leur montrer déjà qu'on est des personnes avec qui on peut parler. Voilà, c'est un sujet où c'est possible de l'aborder. On peut aussi dire quand c'est pas possible ou quand c'est dur, ou chercher ensemble, renvoyer les questions. C'est ça. Mettre des manuels à disposition aussi. Il y a des très très beaux livres, même pour les tout petits. Même des moins graphiques. Mais moins graphique, ouais. Mais voilà, ça traîne dans la bibliothèque familiale. Donc déjà, ça montre que c'est intégré dans la famille. D'accord. Parce qu'un enfant, excusez-moi, si je parle cru, mais papa et maman ont eu des relations sexuelles pour t'avoir. Donc ça, on va pas dire un enfant de 3 ans, mais c'est un fait. Ou alors oui, il y a eu une insémination artificielle, etc. Alors justement, deuxième chose, c'est parler du côté, j'allais dire biologique, naturel, prendre cet axe-là, parler du consentement. J'ai envie d'ajouter, déjà, nommer les parties du corps. Ah. Nommer les parties génitales. Alors oui, on peut dire c'est la zézette. Terrible, en français, il y a plein de mots. Voilà, puis on a une langue très très riche. Mais justement, le fait que les parties génitales, ils aient 36 dénominations, toujours avec une connotation, les enfants, ils sont pas bêtes, ils sentent très bien déjà qu'il y a une gêne à ce niveau-là. Puis quand il y a une gêne, ça va attirer la curiosité. Donc on va aller voir ce qui se passe là. Donc c'est comme ça que vous allez attiser aussi encore l'intérêt de l'enfant. Mais pourquoi c'est bizarre ? Même quand je me mets tout nu devant papa, devant maman, parce qu'ils sont fiers de leur corps, les enfants. C'est justement, je parlais tout à l'heure de là, je ne suis pas maman, je ne suis pas papa. Regarde, je suis moi. Ils vont se montrer. Alors voilà, ça c'est la prochaine étape. Donc le consentement, savoir dire non, savoir aussi se reconnaître en tant que personne, et ses besoins, s'identifier. Tu disais, il y a des adultes qui ne peuvent même pas mettre des mots sur leur ressenti. Donc, donner ces outils-là. Je continue, j'essaie de dérouler. Non, tu résumes très très bien, non, je te laisse faire. La chose d'après, c'est d'expliquer aussi que des choses qui peuvent être un peu plus extrêmes ou violentes ne correspondent pas à une relation construite. Tout à fait. Donc, aussi donner des outils en disant, pour construire une relation, il faut communiquer. Non, j'essaye d'être synthétique, mais je suis pas une pro là dans le sujet. Tu fais très bien parce que moi je vais toujours dans d'autres domaines. Donc voilà, construire la relation, le temps, poser les questions. On risque pas de perdre l'autre parce qu'on pose des questions et que cette personne-là n'a pas forcément cette éducation-là. On peut toujours mener quelqu'un parce que les personnes sont ouvertes et sont de la pâte à modeler, pour reprendre ton expression. Et puis oui, tout ce qui est justement être ouvert à la tolérance, au changement, soi-même pouvoir suivre son cœur, son bonheur, c'était le dernier point. C'est ça, c'est faire son bonheur. Moi j'ai des personnes qui viennent, alors tout se passe bien au niveau même on va dire physiologique et technique au niveau de la sexualité, mais ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux parce que ils répondent pas à leurs propres besoins. Ils ont suivi un schéma normatif qui répond pas à leurs besoins. Donc Et tu poses beaucoup des questions, mais est-ce que vous l'aimez vraiment ? Oui. Des questions d'affection comme ça, de sensibilité, d'attachement ? Oui. Est-ce qu'elle vous rappelle votre mère ? Alors moi je suis pas psychologue, même si j'ai mais effectivement j'avais suivi un jeune homme où je crois qu'il y avait un très très gros complexe d'Oedipe et cette idéalisation de la femme en général et qui séduisait des femmes inaccessibles justement, la peur de l'attachement, quelqu'un qui soit trop près justement au niveau sentimental. Mais voilà quoi, ça c'est j'ai envie de dire oui, c'est des questions très directes que je pose parfois quand je sens qu'il y a quelque chose qui est malsain dans la relation à soi ou la relation avec l'autre, mais sachant que, par exemple, dans un cas de discorde au niveau du couple, et ça je l'ai eu beaucoup dans le confinement, c'est est-ce que je dois rester ou partir ? Tu ne peux pas prendre la décision, mais dans aucun cas, c'est moi qui prendra la décision. Par contre, je fais un bilan. Donc, sur des faits.
Voilà, sur des faits. Donc, généralement, c'est vrai que tout le monde vient avec... alors, c'est peut-être pas très beau comme image, mais je vais vous proposer un seau, et puis vous allez vomir dans le seau. Je m'y attendais pas, Céline. Parce que là, vous allez cracher les plus grosses horreurs de votre vie et de votre vie de couple. Donc ça, c'est dur, même pour moi, à entendre. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, ma vocation, c'est d'aider les gens, c'est de les accompagner dans leur souffrance aussi, et surtout dans leur... Alors, je ne peux pas dire incompétence, mais justement, il y a des lacunes. Oui. Il y a des lacunes dans les compétences... c'est des compétences sexuelles, qu'on appelle ça, et relationnelles. Donc, il y a des lacunes, donc il faut les apprendre. Et donc, les personnes... Il n'y a pas d'âge pour les apprendre? Non, il n'y a pas d'âge pour les apprendre. On peut toujours changer. Il y a toujours une solution. Peu importe dans quelle situation vous êtes, il y a toujours une solution. On peut toujours... Voilà, il y a un nœud, même s'il est gros, que ça fait des années qu'il est comme ça, on peut toujours tirer sur un fil et que ça se débloque. Et, Bon, on voit en tout cas que tu en parles avec passion. Mais et que t'es vraiment, voilà, comme tu dis, pour aider, c'est vraiment ce qui te motive. Bah oui, et puis surtout que la personne, même si elle vient vomir dans ma salle de consultation, je pose la question, voilà, qu'est-ce qui est positif, ou quand vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui vous a plu. Et puis bien sûr, il y a un moment, c'est vous l'aimez encore. Donc, et cette personne repart donc avec les deux visions de sa relation. Parce que cette vision négative et de souffrance dans laquelle elle vient, c'est là qu'elle est, je dirais, une interprétation. Tout va mal dans ma vie, tout est nul. Ouh là là, ouais. Ah oui, donc tu fais des thérapies au-delà de ce champ. Voilà, donc changer également, on va dire, de champ lexical en disant mais qu'est-ce qui va ? Donc c'est vraiment changer son regard sur sa vie, sur soi, sur sa relation. Et puis on parle, parce que moi je parle beaucoup de parentalité parce que je me suis spécialisée, mais on ne parle pas que de sexe quand on vient en consultation. On parle vraiment, on parle de la vie en général. On parle de sa relation avec ses enfants aussi, avec ses parents. J'ai beaucoup aussi ça, même si on a plus de 40 ans. Que vont penser mon père et ma mère de moi si je fais ça ? Donc voilà, donc pour moi c'est un laboratoire expérimental où j'accueille chaque personne, peu importe ce qu'elle vit, avec beaucoup de curiosité, de bienveillance et de voir. J'ai pas d'attente, j'ai pas de moule précis en disant voilà, toutes les personnes, pour bien vivre, pour être heureux, il faut vivre comme ça. Oui, d'accord. Donc c'est toi qui tu es. De ligne, oui. Voilà. Tu t'adaptes. Écoute, ça. Je suis ravie de t'avoir eu dans le podcast parce que forcément, quand je vois le titre sexologue et tout ça, j'imaginais pas que ça pouvait toucher vraiment à tous les aspects de la vie. Et ça me fait un peu moins peur. Bon, bien sûr, tu ne fais pas peur du tout. T'es adorable, énergique et positive. Mais entre guillemets, voilà, peut-être que ça aura passé ce message-là aussi, qu'on peut parler d'autres choses et que tu n'es pas intrusive non plus. Non. Voilà. Par contre, je peux mettre le couteau dans la plaie. Ça, je sais faire aussi. Donc, je suis pas bienveillante, oui, mais je peux mettre le doigt là où ça fait mal. Mais pour reprendre la thématique de la parentalité, sachez que si vous parlez de sexualité à vos enfants, c'est les protéger. C'est les protéger des abus sexuels, c'est les protéger des violences, parce qu'ils vont se construire comme des personnes autonomes, responsables aussi, et bien dans leur basket, tout simplement. Donc je peux que vous encourager à parler de sexualité avec vos enfants. Bravo. Ça aurait pu être le mot de la fin, mais tu sais que je demande toujours une petite citation. Un livre à partager peut-être ? Oui, j'ai apporté un livre qui s'appelle Corps, amour, sexualité de Charline Vermont. Et j'ai choisi celui-ci en particulier parce qu'il y a plein de références. Mais c'est le premier guide d'éducation à la sexualité positive et inclusive. Donc ça, je vous le recommande fortement. Et il y a plusieurs petits chapitres en fonction de l'âge des enfants. Donc il y a les 5-8 ans, les 7-10 ans. Et puis, donc on parlait de maturité tout à l'heure. Donc, pas mal, ok. Voilà. Merci beaucoup. Mais je mettrai le lien du livre dans la bio du podcast. Merci Céline. Merci de m'avoir accueillie et puis d'avoir surmonté tes peurs pour parler de sexualité avec moi. Voilà, comme tu as dit, que mes parents n'écoutent pas. Non, je plaisante. Chers auditeurs, merci de vos écoutes. Non, mais franchement, on est resté dans le respect, voilà, c'était pas cru et c'est vraiment ce qui me correspond aussi. Donc, je te remercie, Céline. Si vous voulez des trucs plus crus, je suis capable aussi. Mais...
Merci à tous de vos écoutes. Un petit j'aime, des étoiles sur Apple Podcast. Voilà, n'hésitez pas à encourager Franzine Podcast. C'est votre podcast régional. Vous rencontrez aujourd'hui une voisine qui est professionnelle de la santé. N'hésitez pas à faire appel à ses services si vous en avez besoin pour votre bonheur. Voilà, Franzine qui propage de la positivité. J'espère que vous l'aurez compris. Et puis à tous, à très bientôt. Au revoir Céline. Au revoir.